Approchez, approchez, et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou, et aujourd'hui je vous parle du film Hellraiser. On regarde ça. Where am I? Hellraiser est un film d'horreur britannique sorti en 1987 et réalisé par Clive Barker. Le film commence avec le personnage de Frank qui achète une mystérieuse boîte casse-tête. Lors d'une séance, Frank résout l'énigme de la boîte et celle-ci ouvre une porte dimensionnelle d'où arrivent les Cénobites, des entités humanoïdes mutilées, des explorateurs d'expériences sensorielles ultimes, des prêtres d'un autre monde où le corps est un temple à déchirer. Frank est torturé et disparaît ensuite avec les Cénobites et laisse la maison inhabitée. Entre alors en scène Larry, le frère de Frank, avec sa femme Julia. On apprend alors que la maison où Frank se trouvait est en fait leur maison familiale où ils ont passé leur enfance. Leur mère maintenant décédée, Larry veut s'y établir avec Julia et sa fille Kirsty, issue d'un mariage antérieur. Julia n'est pas enchantée à l'idée d'emménager dans cette maison, mais change d'avis quand elle apprend que Frank y a habité récemment. Dans une scène de flashback, on apprend qu'à la veille du mariage de Julia et Larry, Frank est venu les visiter et a eu une aventure torride avec Julia. Celle-ci est encore accrochée à Frank et même si elle est restée avec Larry, elle est toujours amoureuse de Frank. Lors du déménagement, Larry se blesse sur un clou et, ayant peur du sang, demande à Julia de l'aider. Son sang tombe sur le sol de la pièce où Frank a disparu. Ce sang permet à Frank de s'échapper de la dimension de torture et revient dans une scène vraiment dégueulassement savoureuse. Mais Frank n'est pas reconstruit complètement. Il a besoin de sang pour continuer sa régénération. Il demande alors à Julia de lui apporter du sang frais. Elle accepte et amène des hommes horny à offrir en sacrifice. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au jour où Kirsty découvre la magouille des amants sanguinaires. Kirsty s'empare de la boîte et a maintenant une quête apocalyptique sur les bras. Sauver son père, combattre Julia et l'oncle Frank, survivre à la menace permanente des Cénobites et bien sûr, sauver son âme d'une déchirure éternelle. Hellraiser est le premier long-métrage de l'auteur Clive Barker. Ayant plusieurs livres à son actif, mais ayant été déçu d'une adaptation cinématographique d'un de ses romans, Clive décide d'adapter lui-même son roman Hellbound Heart au cinéma. Il voulait d'ailleurs appeler son film comme ça, The Hellbound Heart, mais les producteurs avaient peur que les spectateurs pensent que le film est un film romantique. Donc, Clive a ensuite proposé le titre Sadomasochist from Beyond the Grave, qui se traduit par les sadomasochistes d'outre-tombe, mais en fait, les producteurs étaient encore plus horrifiés de cette proposition. Tout le monde se sont finalement mis d'accord pour le titre Hellraiser. La plupart des acteurs étaient des gens pas très connus à l'époque. Le seul qui avait quand même pas mal d'expérience était Andrew Robinson, qui joue le rôle de Larry dans le film. Lui, dans le fond, il avait participé à plusieurs émissions très populaires à l'époque, comme The Twilight Zone, The Incredible Hulk, The Dukes of Hazzard et The A-Team. Mais il a aussi joué dans des films assez connus comme Cobra avec Sylvester Stallone. Il a joué dans le film Mask avec Cher et Sam Elliott. Et aussi, il y a eu le rôle du tueur inoubliable dans le premier film de la franchise Inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Par contre, beaucoup d'acteurs ont eu une très bonne carrière après leur apparition dans Hellraiser. Claire Higgins, qui interprète le rôle de Julia, a eu une très longue carrière et joue encore dans beaucoup de stuff aujourd'hui. Bon, personnellement, je connais pas vraiment les films dans lesquels elle a joué, mais ça reste indéniable qu'elle n'a pas chômé durant toutes ces années. Sinon, on n'a pas le choix de nommer Ashley Lawrence. Dans le fond, Hellraiser est son premier long métrage, mais elle a joué quand même dans pas mal de films d'horreur après ça, comme bon Hellraiser 2, Hellraiser 6, Hellseeker. Elle a joué dans Warlock 3, dans Mikey, aussi dans Lurking Fear, que j'avais quand même bien aimé. Elle a fait quand même plusieurs apparitions dans des films d'action un peu low budget. Elle a eu une apparition dans la télésérie de Hercule de Sam Raimi. Donc, elle a fait quand même pas mal de choses, puis elle en fait encore aujourd'hui.
Et on a aussi l'incomparable Doug Bradley qui fait le leader des Cénobites. Il est un des visages les plus reconnus de l'histoire du cinéma d'horreur, au même titre que Robert Englund pour Freddy Krueger ou bien Tony Todd pour Candyman. Son personnage, connu sous le nom de Pinhead, est un classique de l'horreur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Pinhead est un icône indétrônable de l'horreur. Dans le premier film, en fait, Pinhead ne s'appelait pas Pinhead. Dans le générique de fin, il est seulement catégorifié comme Lead Cenobite. Il y avait seulement le personnage de Chatterer et le personnage de Butterballs qui étaient appelés par leur nom. C'est vraiment, même la fille qui est avec eux s'appelle Female Cenobite. Et justement, comme je disais, Doug Bradley était catégorisé comme Lead Cenobite. C'est à partir du troisième que le nom Pinhead est officiellement dit en parlant de ce personnage-là. Et si je me souviens bien, je suis pas 100% sûr, mais je pense que dans le générique du 2, c'est marqué Pinhead dans le générique. Donc, ce nom-là était pas officiel. Il y avait beaucoup de gens dans la culture populaire de l'époque qui l'appelaient comme ça également, étant donné avec les clous qu'il a dans la tête. Mais ça a été dit à plusieurs reprises que Clive Barker, l'auteur et le créateur des Cénobites, détestait le nom Pinhead. Il trouve que c'était pas digne de l'élégance macabre de son personnage. Et lui, dans le fond, l'appelait plus Priest ou bien Hell Priest. Dans le merveilleux monde de l'autopromotion, lors de ma première convention de films d'horreur, j'ai pu rencontrer Ashley Lawrence. Elle était vraiment super gentille et c'était la première célébrité d'horreur que j'ai rencontrée, ce qui explique la rougeur de mon désagréable visage burlesque. Non, ce n'était pas un coup de soleil, j'étais juste vraiment fucking gêné. J'ai aussi rencontré Doug Bradley avec qui j'ai pu avoir une petite conversation et qui est très généreux de son temps. Je lui avais demandé, entre Pinhead et son rôle de Maynard dans Wrong Turn 5, lequel il considérait le plus diabolique. Il m'a répondu Maynard. Hellraiser est un film très particulier, malaisant et vraiment très dark. Tourné à l'époque de Nightmare on Elm Street et de Friday the 13th, les producteurs de Hellraiser avaient insisté pour que Pinhead soit vraiment changé de la version qu'on a. Ils voulaient qu'il soit un tueur qui fait des blagues comme Freddy Krueger ou un tueur silencieux comme Jason et Michael Myers. Ce que Clive Barker a vraiment rejeté vigoureusement. Hellraiser est vraiment beaucoup plus sérieux que ces autres films-là et c'est pas du tout le même genre de divertissement. Les films de Freddy et de Jason sont un petit peu plus récréatifs. On a du gros fun, on peut faire le saut ou avoir peur un peu, puis être même un petit peu répugné, comme la scène de Freddy 4 avec l'espèce de femme qui se transforme en bébite, là. Mais le tout est quand même un film popcorn puis vraiment juste le fun. Hellraiser deal avec des thématiques vraiment très lourdes, la trahison, la torture, l'occulte, la perversité, le sadisme et le sadomasochisme. Le déroulement de l'histoire se fait quand même assez lentement, il n'y a pas de grosses scènes d'action intenses. C'est plus un drame d'horreur sur la perversité des désirs humains. C'est pas un slasher typique, il n'y a pas énormément de morts, puis c'est pas structuré comme un body count. Il n'y a pas de séquences rythmées super intenses avec des meurtres créatifs puis des jumpscares. Et les monstres sont pas vraiment les vrais méchants du film. Dans le fond, ils tuent pas sans raison comme ça. Ils font juste venir exaucer en fait le vœu de la personne qui a ouvert la boîte. C'est plus les humains, en fait, qui sont les méchants dans le premier Hellraiser. C'est un truc qui a changé au courant de la franchise, puis c'est ce qui fait, en fait, que le premier film se démarque autant de les films de son époque, mais également de sa propre franchise. J'aime les autres films de la franchise. J'aime même ceux que beaucoup de gens détestent, comme, mettons, Hellraiser 4 Bloodline ou Hellraiser Deader. Moi, je les trouve bien. Je trouve ça divertissant quand même. Mais dans le fond, il faut quand même admettre qu'à partir de Hellraiser 2, les règles changent un peu, puis les films deviennent vraiment des films plus normales ou commerciales, moins fucking dark de l'apocalypse. Les Cénobites deviennent les vilains principaux et le ton passe aussi de l'horreur plus intime, psychologique et sexuelle à des slashers surnaturels. Puis même si j'aime les suites, puis j'aime la mythologie de la franchise, le premier va toujours rester un film culte vraiment à part entière. Dans le premier film, on explore vraiment beaucoup la psychologie de Julia, puis c'est quelque chose qui est assez rare
surtout à l'époque, je dirais, de suivre un personnage méchant comme ça. Tu sais, dans le fond, normalement, on suit un personnage comme Kirsty, qui est comme la jeune fille qui va sauver, puis oui, on la suit un peu, mais il reste que le personnage qu'on suit le plus, c'est vraiment Julia, qui a comme trahi son mari en couchant avec son frère, qui est tombée amoureuse de lui en plus, puis là, qu'elle devient un monstre. Dans le fond, tu sais, elle commence à être dégoûtée par Frank lorsqu'il est une espèce d'abomination dans le grenier, mais après ça, elle commence à vouloir tuer des gens pour lui amener du sang. Puis un truc que j'ai trouvé cool, c'est que on voit la transition. On voit qu'au début, elle est vraiment mal à l'aise, qu'elle shake, elle est comme pas, tu sais, elle sait qu'elle va tuer ce gars-là, mais elle est comme pas à l'aise de cette situation-là. Mais elle le tue quand même, puis elle est comme vraiment sous le choc. Puis après, on voit que plus le film avance, plus elle commence à s'habituer. Puis même à la fin, on voit qu'elle est devenue un monstre elle-même, qu'elle est vraiment diabolique. Fait que de voir cette transition-là, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis vraiment, surtout en termes de films de l'époque, c'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup. Il y a tellement de trucs coolos de la motherfuckers dans le premier. L'ambiance morbide et oppressante du film, le make-up et le gore qui est vraiment, vraiment bien fait, les Cénobites eux-mêmes qui sont vraiment badass, qui sont super originales, puis en même temps creepy, mystérieux, ils sont comme entre l'élégance et le sadisme pur. On a aussi la boîte, le casse-tête, le puzzle box, qui est vraiment fucking awesome. Ça regorge de coolitude. J'aime l'acting, j'aime la scène de rêve de Kirsty, le scénario original, adulte et profond, l'approche transgressive et non conformiste, la bande originale de Christopher Young qui est vraiment magistrale. Ce film est définitivement une expérience à ne pas manquer, mais il y a quand même des petits trucs négatifs. La réalisation est parfois un petit peu maladroite. Certaines scènes ou séquences manquent de rythme ou de tension. Je prends pour exemple la scène où est-ce qu'on est au travail de Kirsty. Dans le fond, elle travaille dans une animalerie. Et il y a une scène justement où il y a un personnage du clodo qui arrive, qu'on voit quelquefois dans le film, puis il arrive dans l'animalerie, puis il fait quelque chose, puis là, dans le fond, Kirsty, elle s'approche, puis elle se rend compte que le clodo, il fait comme manger des bébites, puis là, c'est dégueu, puis c'est creepy, mais en même temps, la scène est comme flat, elle est comme pas super intéressante, puis tu sais, ça apporte pas grand-chose non plus. Le doublage anglophone est comme pas incroyable non plus. Je dis anglophone parce que, tu sais, oui, le film a été tourné en anglais, mais en fait, le film, comme, tu sais, Clive Barker est britannique, le film a été tourné en Angleterre. Il y a des acteurs américains comme Ashley Lawrence, par exemple, mais il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient britanniques. Puis, dans le fond, les producteurs voulaient interpeller davantage le marché américain. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont doublé beaucoup d'acteurs britanniques ont été doublés par des acteurs américains. Puis le doublage est pas tout le temps très bon. Particulièrement l'oncle Frank. Sa voix fit pas vraiment avec le personnage. On dirait qu'elle est comme trop basse pour la face qu'il a. Puis en même temps, le doublage est comme vraiment plate. Il est vraiment il est emmerdant. On dirait que l'acteur qui a fait le doublage, il avait pas le goût de se forcer. Fait que ça donne vraiment des interactions super inégales entre des personnages, mettons comme Ashley Lawrence qui a vraiment peur et qui est intense, puis on a le doublage de Frank qui fait comme juste comme tout daddy. Puis tu sais, ça crée une espèce d'inégalité vraiment, vraiment bizarre. Steve, it's Frank. It's Uncle Frank. No. You remember. No. Come to Daddy. Puis même si on n'est pas au courant du fait que ça a été doublé en anglais, tu sais, quand on l'écoute, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche avec les voix puis que ça marche, quelque chose qui marche pas. Fait que tu sais, c'est vraiment bizarre. À part si vous écoutez le film dans sa version française, là, c'est sûr que ça paraîtra pas. Plutôt, j'ai vanté des effets spéciaux, mais en même temps, si je suis réaliste, c'est pas tous les effets qui sont 100% fucking cool. Le gore est vraiment bien fait, mais il y a certains effets spéciaux qui ont quand même mal vieilli. Ceux qui sont à la fin du film sont souvent pointés du doigt. Bon, moi, je les trouve pas si pires que ça, mais ils sont généralement pas aimés par les gens. Mais dans le fond, quand on sait aussi comment ils ont été faits, ça passe un peu mieux. Dans le fond, on sait que Clive Barker avait presque plus d'argent en fait pour les faire. Puis dans le fond, lui puis un autre gars se sont mis dans une pièce pour une fin de semaine à boire de l'alcool puis à essayer de gosser les effets spéciaux. Fait que tu sais, quand on sait ça, tu fais comme, bah tu sais, c'est peut-être pas si pire que ça.
Mais bon, beaucoup disent qu'ils ont mal vieilli. Chacun son opinion. Mais si on parle de quelque chose qui a vraiment mal vieilli, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je regarde le film, partout des fois, je fais comme tabarouette. C'est les cheveux de Claire Higgins. Je veux dire, je comprends qu'on est dans les années 80, puis que les cheveux qui défient les lois de la gravité, c'était la grosse mode à cette époque-là. Mais le film a tellement pas une vibe années 80 que ça détonne vraiment. Dans d'autres films, ça passe vraiment mieux parce que les personnages sont entourés par la culture 80s. Si on pense justement, bon, les films de slasher que je nomme tout le temps, là, les Freddy, les Halloween, tout ça, les gens sont entourés par la culture. Que ce soit en termes de vêtements, que ce soit en termes de musique qui joue en background, les personnages qui ont justement des cheveux crêpés ou vraiment plus intenses, il y en a plus qu'un. Il y a souvent beaucoup d'éléments que tu reconnais aux années 80, ce qui fait que ça fit dans les années. Mais Hellraiser, c'est comme le seul élément qui clash avec le reste en termes de look. Tout est pas mal assez fair. Les vêtements sont pas genre fou malade, genre années 80 intense. Même Ashley Lawrence et ses cheveux, c'est comme ça sonne pas années 80 tant que ça. Ça aurait pu être même années 90, ça aurait pas changé grand chose. Fait que le film a une vibe plus sérieuse puis un peu, je peux pas dire intemporel, mais vous voyez un peu ce que je vais en venir en fond. Il n'y a pas d'éléments qui détonnent super années 80, mais ses cheveux, c'est comme, tu peux pas regarder ailleurs. Ses cheveux sont un personnage dans le film. Mais bon, c'est juste mon avis. Puis sinon, c'est vrai que la mythologie est vraiment, vraiment fucking cool. Mais quand on y pense, puis qu'on regarde le film, mettons, en termes de film unique, et qu'on oublie la franchise, cette mythologie-là est à peine effleurée. Le fait que la boîte s'appelle la boîte de Le Marchand, ça arrive dans Hellraiser 4. Je pense que ça arrive dans les bandes dessinées. Je sais plus exactement lequel est venu en premier. Mais quand même, ça arrive plus tard dans la franchise. Ce qu'on appelle le Lament Configuration, la configuration des lamentations. Ça arrive aussi plus tard. Si je me trompe pas, ça arrive dans le 2. Ça, c'est comme l'espèce dans le fond, lorsque le puzzle box est résolu, ben c'est la configuration qui ouvre la porte. C'est comme ça devient la clé qui ouvre la porte dimensionnelle qui appelle les Cénobites. Ben ça aussi, ça arrive plus tard dans la franchise. Le premier présente quelque chose de vraiment cool, mais il fait vraiment juste écorcher la surface de sa propre mythologie. Puis c'est quelque chose que moi j'avais trouvé étonnant. Je l'ai vu quand même. J'avais peut-être 13-14 ans quand j'ai vu le film. Puis j'avais vu pas mal de films d'horreur à l'époque. Bon, des Freddy, toutes ces affaires-là, j'avais vu ça. Mais justement, en voyant la pochette de Hellraiser, parce que moi, la pochette que j'ai, c'est une réédition de 25 ans plus tard, si je me trompe pas. Mais la première édition du film, on voyait vraiment Penel avec la puzzle box. Puis, bon, je m'attendais à les voir vraiment beaucoup dans le film. Puis, on les voit vraiment pas énormément. On les voit un peu au début, lorsque il attaque Frank. On les voit dans une scène de flashback vraiment rapidement, puis on les voit à la fin. Fait que, on les voit pas beaucoup, puis ça m'a vraiment surpris, même un peu déçu la première fois que je l'ai vu, parce que je m'attendais vraiment à voir ces personnages-là, puis cette mythologie-là dans ma face, puis finalement, c'est comme vraiment un sideline. C'est quelque chose que je trouve intéressant quand même, en y repensant, puis même aujourd'hui, quand je regarde le film, je trouve ça intéressant de d'égratigner à la surface de cette mythologie-là, mais c'est vrai qu'on en veut plus quand on le regarde pour la première fois. Clive Barker a été impliqué un petit peu dans le deuxième, je me souviens bien, il avait écrit ou co-écrit du moins, puis il avait participé quand même un petit peu, mais à partir du 3, le 3 et le 4, en fait, il a été producteur, mais dans le fond, il a pas fait grand-chose, il a pas participé au scénario, il a pas donné d'idées, il a comme juste mis son nom pour que le film se fasse, puis à partir du 4, il a comme complètement coupé tout lien avec la franchise, puis ça paraît quand même pas mal. Puis c'est un truc que, même si, comme je dis, j'apprécie les Hellraiser, c'est quelque chose que j'aurais vraiment été intéressé à voir la série évoluer sous Clive Barker, de voir comment lui amène ses personnages, comment lui traite sa propre mythologie. C'est sûr que ça n'aurait pas été pareil pendant tout. Il y aurait bien des affaires qui n'auraient pas été pareilles. La franchise aurait eu aussi un ton qui aurait peut-être été un petit peu plus égal. Fait que j'aurais vraiment aimé ça, de voir des films beaucoup plus sous la plume de Clive Barker. Il y a aussi un truc que je trouve bizarre dans le film, c'est que normalement, lorsque tu ouvres la boîte, dans le fond, les Cénobites apparaissent, ils font comme te torturer, te déchirer, et après, dans le fond, tu te fais amener dans leur monde et tu vis là éternellement. Genre. Mais c'est pas le cas lorsque Kirsty ouvre la puzzle box.
quand elle ouvre la première fois la puzzle box, dans le fond, les Cenobites sont pas là. Le mur de la chambre d'hôpital où est-ce qu'elle est, le mur fait comme s'ouvrir sur l'autre dimension, puis elle entre dans l'espèce de labyrinthe, puis elle se fait poursuivre par un fucking démon weird. Puis dans le fond, les Cénobites sont pas là. Elle fait comme même quand elle voit le démon puis qu'il la poursuit, elle court puis elle retourne dans sa salle puis la porte se referme. Puis après ça, les Cénobites arrivent dans la place. Je comprends pas pourquoi la règle est pas tout à fait pareille pour Kirsty. Pourquoi elle a pu ouvrir la boîte sans que les Cénobites arrivent tout de suite puis qu'elle a même pu se promener dans le labyrinthe toute seule. Je comprends pas pourquoi ça arrive. Je sais que dans les premières versions du scénario, cette espèce de démon weird là s'appelait l'ingénieur et il avait vraiment un rôle beaucoup plus important, mais à force de réécriture, son rôle a vraiment été diminué au minimum. Il n'y avait pas de dialogue, pas rien. C'était juste une beast qui courait après la fille justement, alors que dans les premières versions, il y avait vraiment un rôle beaucoup plus important. C'était le cas d'ailleurs aussi pour Chatterer et Butterball, qui avaient des lignes de dialogue à faire aussi, mais lorsque les make-up ont été faites, ben, il n'était pas capable de parler dans ces make-up-là. Fait que toutes les lignes ont été transférées à Pinhead et un petit peu aussi à la female Cenobite. Mais, dans le fond, encore là, je questionne la présence de l'ingénieur, si on peut l'appeler comme ça. Petite parenthèse, l'ingénieur a été... c'est un personnage qui a été retravaillé pour Hellraiser 5, d'ailleurs. Fait qu'au moins, il a été utilisé, puis je trouve ça cool parce que c'est un cool nom pour un démon, l'ingénieur. Tout ça pour dire que cette scène-là est comme pas super utile dans le film. Puis tu sais, oui, elle rajoute une poursuite intéressante, mais en même temps, tu sais, scénaristiquement, elle apporte rien. Puis le personnage du démon, on sait pas trop c'est qui. Puis on va être encore plus réaliste. Le make-up de cette créature-là est pas super cool. Sinon, la raison pourquoi j'en parle aujourd'hui de Hellraiser, en fait, c'était pas prévu dans les films que je voulais vous parler. Dans le fond, je m'étais dit peut-être un jour j'en en parler, mais c'était pas quelque chose que je m'attendais à parler aussi rapidement. Mais c'est parce que, comme la plupart de vous savez déjà probablement, vous avez sûrement vu ça passer sur Internet, la compagnie Saber et l'autre c'est quoi? C'est Boss Team Game ont fait en fait un jeu vidéo sur Hellraiser qui s'appelle Hellraiser Revival. Ça, honnêtement, j'ai été complètement surpris et pris de court par cette annonce-là. Je m'attendais pas du tout à un jeu vidéo sur Hellraiser. Honnêtement, Hellraiser est le dernier film d'horreur, mettons dans les grosses franchises, que j'aurais imaginé un jeu là-dessus. J'aurais pas pensé que ça aurait passé au conseil. C'est tellement dark et freak. Puis tu sais, le trailer qu'ils nous ont montré a vraiment l'air de maintenir l'espèce d'aspect perverse du premier film. Puis Clive Barker a d'ailleurs participé énormément à l'histoire du jeu vidéo. Fait que je trouve ça vraiment complètement débile. Puis je suis tellement hypé sur ce jeu-là. J'ai vraiment hâte de jouer. Puis encore, ce qui est encore plus cool, c'est que c'est pas un jeu asymétrique comme les jeux comme Dead by Daylight ou de Friday the 13th, le jeu qui était sorti il y a quelques années. Je suis pas le plus grand tripeux de ce genre de jeu-là. C'est rare que je joue en ligne anyway. J'aime plus des histoires. Puis le jeu Hellraiser Revival, c'est vraiment une histoire, un single player que tu joues, puis tu fais l'histoire that's it. Fait que, je trouve ça vraiment, vraiment fucking badass. Le jeu va sortir sur PC, PS5 et Xbox. Alors, fans d'horreur, vous pouvez pas manquer ça. Moi, c'est clair que je me tape un marathon des Hellraiser vraiment très bientôt. J'ai déjà commencé avec le premier. Puis je vais me taper toutes les suites, tous les films qui ont sorti. Il y en a... Dans le fond, il y en a 8 avec Doug Bradley. Après ça, il y a eu 2 films qui ont été faits juste pour maintenir les droits. Dans le fond, parce que la compagnie était sur le bord de perdre les droits. Fait qu'ils ont décidé de faire 2 films de Hellraiser pour garder les droits. Puis en plus, après, il y a eu une série télé. À date, la série télé, c'est le seul truc que j'ai pas vu de Hellraiser. J'en ai eu des très bons commentaires, mais je sais pas, ça a jamais donné que j'aille l'idée de me commander la série télé. Mais bon, c'est fait, ça va arriver très bientôt. Fait que je vais tout me taper ça back to back pour me mettre dans le mood de Hellraiser Revival. En résumé, Hellraiser est un film morbide, weird et transgressif qui a de l'imagerie choquante et des thèmes dark as fuck. Hellraiser a bouleversé le cinéma d'horreur en y injectant une dimension sadique,
poétique et existentielle. Clive Barker a montré que l'horreur pouvait être belle, philosophique et dérangeante à la fois, marquant une rupture durable avec le cinéma commercial des années 80. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie, et à la prochaine!